Du savoir à partager, des voix à écouter. Une chronique de Bernard Saillag de À la Cantorade, en partenariat avec l'Université du Temps Libre de Guichen. Une parenthèse curieuse et vivante pour explorer des sujets passionnants, racontés par celles et ceux qui aiment transmettre. Bonjour à toutes et à tous. Les conférences de l'UTL, eh bien, celle-ci va être consacrée strictement à l'Irlande avec Jean-Luc Dickelou. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Content de faire connaissance parce qu'on ne se connaissait pas avant et maintenant on se connaît, comme on dit. Eh oui, les voyageurs se rencontrent tout le temps. Tout le temps. Avec Michel, toujours. Enchanté. Michel qui est avec nous, de l'UTL également, du conseil d'administration de l'UTL. Et donc, nous allons parler de l'Irlande à vélo et pas qu'à vélo également. Alors, bien sûr... l'Irlande, ça fait rêver. L'Irlande du Nord, l'Irlande tout court. Et donc, on va découvrir un petit peu ce film qui a été projeté, un film d'1h40, je crois. 1h30. 1h30, attention, il faut être précis. Ça aurait pu durer 1h40, on ne s'en serait pas rendu compte d'ailleurs. C'était un très très beau film avec de très belles images. Et donc on posera quelques petites questions en rapport avec ce film, avec une introduction que Jean-Luc a faite pour nous mettre un peu dans le bain, nous présentant la carte de l'Irlande. Tout d'abord, on va commencer comme on le fait toujours avec nos invités, pour leur demander le déclic, pour demander qu'est-ce qui a fait que, Jean-Luc, tu t'es intéressé à voyager, à vélo peut-être, à pied, à cheval, je ne sais pas. Ça s'est passé tout petit, l'influence de tes parents, l'environnement, quoi ? Non, l'environnement dans lequel je vivais, dans le Finistère Sud, sur la côte, on partait pas en vacances. En fait, mes parents, comme beaucoup d'autres, ne partaient pas en vacances dans ces années-là, parce qu'ils travaillaient, ils trimaient beaucoup. Si bien que nous, au bord de la mer, on était tout le temps en vacances. Donc, on partait tous les étés chez nous en vacances. Super, tout le temps en vacances. Mais alors, qu'est-ce qui a amené à vouloir aller voir plus loin ? Plus loin, c'est justement le fait de ces rencontres des gens qui venaient d'ailleurs, dans notre village, au bord de la mer, et qui nous ont aussi donné l'envie de voyager. Et puis, l'âge venant, moi, je suis parti à 16 ans en stop, en Espagne, du temps de Franco, c'est dire. Mais il n'y avait pas le droit de faire du stop là-bas. Mais j'ai pu traverser la France en stop. Après, c'était le train, c'était en 72, quand même. Pourquoi on n'avait pas le droit en Espagne ? C'était interdit, point barre. C'est tout. C'était une dictature. C'est vrai. C'est ça, l'Espagne. Pas très libre. Pas plus que ça. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis après, on a voyagé en stop, comme beaucoup de notre âge, un peu partout en Europe, d'autres à travers le monde. Pourquoi aller à tel endroit ou à tel autre en fonction des circonstances On est toujours influencé par ceux qui reviennent de ces pays-là. Et si bien que l'Irlande, pour ne parler que de l'Irlande, ça a commencé dans les années 70, un poil avant sans doute, par les groupes bretons qui jouaient de l'irlandais et les festivals qui accueillaient des groupes venant d'Irlande. D'accord. Des festivals comme Quimper, Lorient. Voilà, donc on a découvert, on connaissait très bien la musique irlandaise à l'époque, donc ça nous a emballés, quoi. On n'écoutait pas que de la musique irlandaise, on écoutait aussi bien du rock que de la musique bretonne, que d'autres choses. Mais ouais, la musique irlandaise nous a bien marqués. On va revenir à l'Irlande, mais vous avez fait d'autres pays également ? Oui. Simplement pour nos auditeurs quasiment tous les pays d'Europe. Ah oui. Et je suis jamais allé en Inde, ni en Afrique, ni dans les Amériques du Nord, centrale, sud. Je suis jamais allé là-bas. Donc mon jardin est resté en Europe. Mais le moteur, c'est la curiosité, essayer de comprendre les autres. Ce sont les paysages. C'est un peu tout ça. Non, quand je suis parti à vélo. Je suis parti à vélo. L'envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs.
Donc j'ai tout lâché, j'ai lâché mon boulot. Carrément. J'avais pas d'attache majeure, ce qui fait que personne ne m'a agrippé pour ne pars pas. Non, j'ai... Le goût de l'aventure, sans doute aussi. Oui, il y avait l'aventure. Il faut l'avoir en soi. Comme j'étais bien sportif, j'ai pu partir à vélo, sachant que c'était mon premier vélo à 23 ans. Ah oui. J'ai jamais eu de vélo avant. Avant, c'était de la marche sur la côte. Non, jamais. Même pas. Non, je courais, je faisais pas mal de sports, différents sports, mais le vélo m'a pris parce que partir à vélo, on est autonome, ça je le savais, et j'ai pu emmener tout ce que j'avais besoin pour être autonome, si bien que j'avais 50 kilos de bagages. Ah oui, c'est énorme ça. Avant de parler, on va parler d'Irlande, on va parler de votre voyage, de l'utilisation du vélo, mais vous n'avez pas utilisé que le vélo, mais l'utilisation du vélo, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de côtes, donc on vous a vu souvent en train de pousser le vélo, c'est pas évident ça, non? Ouais, ça c'est le problème en Irlande. Autant je connais très bien l'Irlande, c'est très accidenté, c'est ça. Autant ce qu'on avait prévu pour nous, ça nous semblait un jeu d'enfant parce que moi je fais jamais de vélo en fait. J'ai eu un vélo couché il y a 17 ans, mais depuis j'en fais pas. J'ai fait l'Irlande en vélo couché il y a 17 ans, mais depuis, j'ai pas fait de vélo. Bref, j'ai racheté un nouveau vélo classique, sans électricité. Et le parcours qu'on s'est fixé avec mon ami Bernard, c'était de Rennes, c'était d'épouser la côte. Sauf que la côte, je la connaissais en partie, mais pas en totalité. Et quand on est arrivé là, on a eu la surprise d'avoir des murs devant nous, quoi. Oui, c'est ça. Et tous les jours, c'était des murs. C'était du 15% peut-être. On n'a pas trop mesuré, mais les gens m'ont refusé de monter, donc on a poussé. Par exemple, la côte de Pont-Réan, ici à Guichen, elle est à 8 ou 9%, je crois. J'ai pas trop de repères. C'est pas énorme, quoi. Il y en a certaines qui sont à 15 ou 20%. Donc, en tous les cas, moi j'avais 25 kilos de matériel en plus du vélo, mais on n'arrivait pas à monter, ou alors des fois c'était en plusieurs étapes, quoi, pour reprendre un petit peu de force. Des auditrices ou des auditeurs qui voudraient faire l'Irlande en vélo, vous leur conseillez quoi? Un bon vélo, bien sûr. D'éviter la côte. Bon, ça dépend quel âge on a aussi, parce que quand on a 20, 30 ans, bon, ça va, on a plus de pêche probablement que quand on a 50 ou 70. Oui. Mais... Dans les terres, c'est beaucoup plus plat. Dans les terres. Un petit peu, quand même, parce que sur la côte, c'est des petites routes, souvent. Donc, elles n'ont pas été aménagées pour le trafic. Alors qu'à l'intérieur des terres, on trouve des routes à peu près correctes. Il n'y a pas de pistes cyclables, par exemple? Quasiment pas. Pas du tout, oui. Quasiment pas. Mais il y a beaucoup de prudence. Les automobilistes sont prudents là-bas. Oui, de ce côté-là, les Irlandais sont très respectueux. Parce qu'on a des problèmes en France, un peu aussi. Oui, je sais. Mais en Irlande, souvent, sur les petites routes, je ne pouvais pas m'arrêter ni les laisser passer. Ils restaient patients. Il y avait une file d'attente derrière des fois. Et ils attendaient patiemment, pas un coup de klaxon. Alors quand je pouvais me garer, je laissais passer. Mais j'imagine en France, des petites routes où un seul véhicule ne passe. Parce que d'autant plus qu'il y a très souvent de la végétation qui arrive de part et d'autre des côtés, là, de la fougère, des arbres, ils sont pas... c'est pas taillé, si bien que autant on peut initialement on peut faire passer 2 véhicules, mais avec de la végétation, c'est pas possible, quoi. Et actuellement, vous savez qu'on essaye de réfléchir à se déplacer autrement, c'est-à-dire utiliser plus le vélo. Là-bas, en Irlande, on utilise plus le vélo pour se déplacer. On commence à voir cela en France actuellement. C'est une mode, entre guillemets, mais par un souci écologique, on va dire. Disons qu'avant, les Irlandais faisaient beaucoup de vélo pour aller au pub. Ouais. Je parle de ça des années 60, 70, 80. Et ils vont toujours au pub. Plus à vélo. Plus à vélo. Et parce qu'autrefois, il y avait surtout le dimanche, il y avait une loi qui interdisait de servir de l'alcool au pub, sauf aux voyageurs.
et étaient considérés comme voyageurs ceux qui venaient de plus de 15 miles. À l'époque, c'était en miles. Donc, les Irlandais, pour avoir une Guinness le dimanche, ils prenaient leur vélo et ils allaient dans le village voisin. Si bien qu'ils étaient considérés comme voyageurs. Bah oui. Bref, depuis, ils vont plus en vélo, mais les Irlandais, certes, ils font du vélo depuis qu'il y a eu des champions mémorables comme Kelly, Sean Kelly et puis et Stephen Roche qui ont gagné le Tour de France. Stephen Roche a gagné le Tour de France. Pas Kelly. Voilà, pas Kelly, je sais pas. Et bref, ils font du vélo le week-end, beaucoup, ou en semaine pour s'entraîner, des beaux vélos, mais le vélo est bien présent de par les touristes, parce que le tourisme marche à fond en Irlande. Donc il y a des loueurs de vélos. Ah oui. Partout. Donc, par exemple, quand vous êtes allé en Irlande, plutôt que d'amener votre vélo, vous le louez sur place? Non. On peut le faire, oui. On peut le faire. Oui. C'est ça, si on ne fait pas du vélo tous les jours, parce que si on fait du vélo tous les jours, il vaut mieux emmener son vélo. Sinon, ça va être une fortune de location. Oui. Alors, en Irlande, vous avez aimé les gens, vous avez aimé les paysages. Est-ce que c'est un tout? Est-ce qu'il y a une interaction entre les uns et les autres? C'est difficile de ne pas aimer le paysage irlandais. Et de ne pas aimer les... Vous nous avez montré de très belles images. Et de ne pas aimer les Irlandais, c'est impossible. Ils sont sympas, les Irlandais? Ah bah ouais, depuis toujours. Et il faut savoir que c'était un pays pauvre depuis toujours, appauvri par l'Angleterre depuis que l'Angleterre a pris possession de l'Irlande. Ça, c'est dans les années 1600, par là. Vers 1600, oui. Et donc, ils ont obtenu leur indépendance en 1932, si bien que depuis 1932, ils ont eu du mal à remonter la pente, les Irlandais. Et ça n'est que dans les années 90 qu'ils ont sorti de la tête de l'eau grâce à des sociétés américaines, européennes notamment, surtout américaines. Maintenant, l'Irlande... du Sud, on va dire l'Irlande. La République d'Irlande. La République d'Irlande fait partie de l'Europe. Oui, depuis 1973. Et donc excuse-moi, par contre, l'Irlande du Nord, elle fait partie de l'Angleterre. Non, du Royaume-Uni. Du Royaume-Uni. Ne pas confondre l'Angleterre et le Royaume-Uni. Oui, voilà, merci. Ça, c'est très bien de dire ça pour tout le monde. Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, Pays de Galles. Absolument. Irlande du Nord. D'autre part, est-ce que tu as ressenti une différence, justement, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande? Et la République d'Irlande. Excuse-moi, la République d'Irlande. Est-ce que tu as senti une différence d'état d'esprit, de paysage? Il ne devrait pas y en avoir tellement, peut-être. Oui, disons que l'état d'esprit en Irlande du Nord a toujours été un peu particulier, dans le sens où... avant les années 2000, c'était un conflit entre protestants et catholiques très dur, que j'ai vécu, puisque je suis allé en reportage là-bas bien des fois. Oui, l'ambiance n'était pas terrible, quoi. En République d'Irlande, on évitait souvent d'en parler. Enfin, les Irlandais, eux, ils évitaient de parler de l'Irlande du Nord. Ils préféraient parler d'autres choses. Ils ne voulaient pas trop s'impliquer. Ils avaient bien sûr leur opinion, mais... Et là tu n'as pas senti d'animosité entre les uns et les autres? Non. Les choses sont apaisées maintenant. Oui, depuis 1998, depuis l'accord de paix, les uns et les autres vivent en bonne intelligence. Et il y a encore quelques échauffourées ici et là, mais très peu, très très peu. Oui, parce qu'au sein de la même ville, il peut y avoir dans la même rue, à la limite, des catholiques comme des protestants. Oui, c'est souvent c'est le cas notamment à Belfast. Oui. Mais bon, c'est assez isolé, même si ça existe à Belfast. Je voulais revenir sur un petit point tout à l'heure. Les entreprises qui sont venues s'installer en Irlande, elles avaient intérêt sans doute.
elles avaient à investir en Irlande. Oui, C'est l'intérêt parce que est financier. C'était intéressant au niveau fiscal, etc. Voilà. Ils avaient, encore aujourd'hui, Voilà. parce qu'ils ont une imposition de 12,5% au lieu de 20 par ici, C'est ça, donc, sur le continent. Si bien que ça marche toujours, et c'est aussi pour ça que les grandes entreprises américaines comme Google, Facebook ont leur siège européen à Dublin. Est-ce que il y a une animosité vis-à-vis des Anglais Non, ça c'est une vieille histoire. Ils l'ont eu mauvaise pendant très longtemps, mais ils sont passés à autre chose, et ils savent passer à autre chose, et ils devaient passer à autre chose. Les Irlandais, ils le savaient bien. Et les jeunes générations, sans parler, plus ouvertes aussi, animosité en arrière-plan, je vais dire, pour certains, mais il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne est le premier pays avec lequel ils ont des échanges. Sans parler que les Irlandais, eux, les Irlandais, ils vont souvent voir les matchs de foot à Liverpool, entre autres, à Liverpool, pour ne pas dire à Londres éventuellement. Bon, ça crée des liens, ça maintient des liens. Complètement. Puis ils ont tous de la famille là-bas depuis toujours. Alors, autre aspect, on va revenir sur des aspects pratico-pratiques en quelque sorte. Oui. Quand tu voyageais, tu allais chez l'habitant, c'est du style je vais dormir chez vous, ou tu allais en camping Non, j'ai toujours été autonome. Quand je suis parti à vélo, quand j'étais jeune, là, autour de l'Europe, je suis arrivé en Irlande, et à l'époque, il n'y avait pas de voyageurs à vélo, ou quasiment pas, quoi. Pas comme aujourd'hui, où on en voit sur toutes des routes d'avril à octobre en Irlande, des voyageurs avec les sacoches. Mais à l'époque, il y en avait très, très, très peu, quasiment pas, quoi. Si bien que moi, j'étais autonome, j'avais la tente de camping. Et tu pouvais poser ta tente où tu voulais, dans un camping ou il n'y avait pas de camping à l'époque, ou quasiment pas de camping. Si on en trouvait un, c'était vraiment le hasard. C'est pas comme aujourd'hui, mais à l'époque, on demandait de piquer la tente chez un fermier, il n'y avait pas de problème. Chez un particulier dans le jardin, ils étaient contents d'accueillir un extraterrestre. Pour eux, j'étais considéré comme ça. Et tu faisais ta cuisine ou tu allais oui, bien sûr, tout le temps. Des petites courses, la popote. Oui, tout le temps. Même aujourd'hui. D'accord. Oui, parce que la restauration en reportage, que ce soit en voyage classique d'un mois ou en reportage comme je fais pendant des mois, financièrement, ça coûterait les yeux de la tête. Alors, ça ne va pas être facile peut-être pour que tu nous dises quel endroit... Néanmoins, on mange très bien dans les pubs. on mange et on boit bien aussi. Non, mais on mange bien dans les pubs en Irlande. Cela dit, il ne faut pas y aller à tous les repas, quoi. Mais non. Ça coûte cher, la vie est chère là-bas? Oui, plus cher qu'ici. Ah oui. C'est pour ça que un simple repas, on va dire un plat dans un pub, il y en a peut-être pour 20 €, quoi. Ah oui, donc, bien sûr. Donc, effectivement, il vaut mieux faire sa popote soi-même. On mange peut-être bien, mais ça tourne autour de ça, quoi, en gros. Ça va peut-être pas être facile pour que tu nous dises cela. Je sais pas. Quel endroit t'as le plus emballé? On parle beaucoup, bien sûr, de la région du Connemara à cause de notre ami Michel Sardou, n'est-ce pas? Mais il y a un endroit particulier sur lequel tu as flashé, ou tous? C'est dans les coins où j'ai bien vécu. Ouais. Où on garde les meilleurs souvenirs, parce qu'il y a des endroits où je suis passé, peut-être parce que j'ai rencontré personne à l'heure à laquelle j'étais, donc j'ai poussé un peu plus loin, et c'est comme ça qu'on fait des rencontres et qu'on aime un pays, parce qu'on y revient, et puis on partage leur vie chez eux, avec la famille, ou au pub, etc. Bref, on peut discuter avec tout le monde en Irlande, ça c'est super. Alors, il vaut mieux parler un petit peu anglais, ça aide un peu plus. Tu te débrouilles en anglais un peu, on essaye tant bien que mal, mais moi j'ai la chance de voyager avec différents collègues qui parlent un peu mieux anglais que moi, donc ça aide aussi. Je voyage avec des profs d'anglais, ça aide encore mieux. Ça aide. Et quand on est deux, c'est toujours plus facile de rencontrer les gens.
beaucoup plus facile que quand on est seul. Ça, je l'ai souvent remarqué. Tu préfères voyager seul ou à deux? Aujourd'hui, à deux. Hein. Parce que ça permet de mieux interagir, peut-être. Quand j'ai commencé, quand j'avais 23 ans à vélo, là, j'étais seul. Mais à l'époque, on rencontrait très, très facilement les gens. Donc, j'étais jamais seul. Ouais. Mais depuis que je fais du reportage, depuis 40 ans, je suis toujours avec un coéquipier. Tu disais que... Enfin, tu modifies ce que je dis éventuellement. Hein. Tu disais qu'on va en Irlande à un endroit X, on y revient 1 an après, ou 2 ans après, ou 3 ans après, le paysage n'est plus le même. Que c'est un paysage qui change constamment, c'est ça? Non, pas trop. Le paysage n'a pas tellement changé, à part depuis les années 90, où il y a eu un boom immobilier. Oui. Parce que beaucoup d'entreprises ont offert des milliers et des milliers d'emplois, pour ne pas dire des centaines de milliers, si bien que beaucoup de jeunes sont revenus au pays. D'accord. Et les gens avaient besoin de se loger, parce que les familles étaient nombreuses, 10 enfants et plus, si bien qu'ils restaient chez les parents, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir un appartement, ou qui plus est une maison. Donc depuis qu'ils ont un boulot, depuis le milieu depuis les années 90 et plus, là, il y a eu un boom immobilier, et si bien que, là, le paysage a changé. Ah oui. Mais c'est un peu comme chez nous. Oui. Alors, on a le regret de voir un paysage qu'on a connu. On voyait que le village, et puis on revient, comme tu dis, 3, 4 ans, 5 ans après, puis tout d'un coup, on voit plus le même village. On se dit, mais est-ce que c'est bien ici que je suis venu? Il y a beaucoup moins de terres agricoles, etc. Mais aussi, il y en a encore. Il y en a encore pas mal. Oui. Peut-être même dans les zones protégées, on n'a pas le droit de construire. Peut-être qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit de construire. Il y a forcément des règles. Bon, ça, j'ai pas étudié la question, mais il y a de la place encore. Je veux dire, on va dire, par exemple, on serait à la plaine du Groix en Bretagne. Celle-ci, on n'a pas le droit d'y construire. Mais le paysage change aussi constamment en fonction de la saison, en fonction des marées. C'est ça que je me posais comme question. Est-ce que finalement, quand tu reviens, tu reconnais strictement un endroit sauvage? Il est toujours ça le dépend. Même, si je reviens dans un endroit que j'ai visité dans les années 90 ou encore plus loin, dans les années 80, je ne vais pas forcément reconnaître... On n'a pas le droit de construire à un endroit, on n'a pas le droit de construire. Oui, là, je n'ai pas étudié la question. Alors, oui, il y a certainement des endroits où il est interdit de construire. Est-ce que aussi, beaucoup dans le film que tu nous as proposé, on a vu certains des Français aussi, et d'autres également, qui sont venus s'installer, dont Pierre Perret, en l'occurrence, qui sont venus s'installer au long cours en Irlande. On en rencontre beaucoup? Oui, aujourd'hui, oui. Déjà à l'époque, il y a 40 et quelques années, 46 ans maintenant, j'en rencontrais, parce qu'il y a beaucoup de Bretons qui sont tombés amoureux de l'Irlande, donc ils sont restés là-bas. Et professionnellement, chemin faisant, dans les années 90-2000, beaucoup ont trouvé leur salut en Irlande de par le travail et combinaison de la musique, de l'ambiance irlandaise. Beaucoup se sont mariés aussi en Irlande. Beaucoup d'Irlandais sont venus aussi vivre en Bretagne, pour ne pas dire ailleurs en France, de par les jumelages qui ont fleuri dans les années 70 en Bretagne. Il y en avait une centaine. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins parce que il y a beaucoup de jumelages qui sont en sommeil, faute de relève. Parce que il y a beaucoup d'associations dont les membres en Bretagne, notamment, ont 70 ans et plus, si bien que ça manque de relève dans les comités de jumelage et ils sont mis en sommeil pour ça. Et de l'autre côté, en Irlande, il y a peut-être moins aussi de relève. Autre aspect aussi, la langue, la musique et la langue. La langue, c'est le gaélique, c'est ça? Le gaélique, ce n'est pas l'irlandais ou c'est la même chose. C'est exactement la même chose. L'appellation est différente. Mais bon, je veux dire, il n'y a pas
un patois, comme on dit? Non, non. Le gaélique est bien une langue comme la langue bretonne, comme la langue galloise. D'ailleurs, le breton vient de la langue galloise. C'est une langue celtique, bien sûr. Parce que les Bretons de l'époque du 4e, 5e, 6e siècle ont traversé la Manche pour venir en Bretagne. Ils venaient du Pays de Galles. Donc, le gallois est devenu la langue bretonne. Et la musique irlandaise, elle est spécifique de l'Irlande. Elle n'est pas... Il n'y a rien à voir avec l'Angleterre, avec la Cornouaille, par exemple. Non. Tout pareil. Non. Et la musique irlandaise raconte beaucoup l'immigration aux États-Unis, notamment la Grande Famine. Le répertoire, il vient beaucoup de là. Oui, tu nous avais raconté qu'il y avait eu une épidémie de mildiou, c'est ça? Oui, la pomme de terre. Oui, la pomme de terre. Il y a une maladie en 1845 qui a duré quelques années, si bien que les Anglais récupéraient tout le bétail et les céréales. Ils ne laissaient rien aux Irlandais. Et il y a eu 1,5 million d'Irlandais qui n'ont pas survécu, qui sont morts de la Grande Famine. Et beaucoup sont partis aux Et 1,5 million qui sont partis aux États-Unis, notamment également États-Unis, Australie, Angleterre. Oui. Et au lieu de 8 millions, ils se sont retrouvés à 5 millions d'habitants. John Fitzgerald Kennedy était d'origine irlandaise, je crois. Oui, mais pas seulement, il y a beaucoup de... Entre autres. Beaucoup de présidents américains qui étaient d'origine irlandaise, comme des acteurs américains, des chanteurs, etc. Mais on finit toujours nos interviews. Avant de finir, je crois que vous vous occupez d'une association, c'est ça? Quel est le titre de cette association? Alors vous, quand tu dis vous, c'est pas moi, c'est notre corporation. Ensemble, oui. Donc notre corporation, c'est le Cercle des Voyageurs. C'est ça que je voulais que tu me... Voilà, le Cercle des Voyageurs qui regroupe une quarantaine de réalisateurs aventuriers qui présentent leurs films de salle en salle en Bretagne et Pays de la Loire et au-delà en France, en Belgique et au Canada, au Québec aussi. Donc pas le sud de la France, uniquement cette partie. Alors nous, le Cercle des Voyageurs, c'est l'ouest de la France. D'accord. Donc on gère ça et on fait venir cette corporation de réalisateurs qui viennent de partout, de France, de Belgique, de Suisse et du Québec. Et nous, réalisateurs bretons, on va tourner dans ces pays-là également. D'accord. Et donc toi, tu es un de ces réalisateurs. Voilà, c'est ça. Mais initiateur du Cercle des Voyageurs, et on émane de notre association originelle qui est aux quatre coins du monde, avec laquelle on organisait le festival du film d'aventure et du voyage à Chartres de Bretagne il y a déjà 10 ans de ça, et plus. On avait entendu parler. Donc on va finir cette émission. Je pense que quelqu'un comme toi, un réalisateur de voyage, quelqu'un qui a exploré, qui a fait des reportages, je pense que tu peux adresser un message à nos auditrices et nos auditeurs. Tu l'as sûrement... Forcément, en 20 secondes chrono, tu vas nous dire ça. À propos de ? Un message adressé à nos auditrices. Sur l'Irlande ou sur... En toute généralité, comme tu le sens, toi. Tu vois ? Le voyage provoque les rencontres. Et il y a voyage et voyage, quoi. Moi, je voyage pour rencontrer les gens. Et je ne suis pas déçu parce que ça fait 45 ans ou 50 ans que je voyage. Donc, je ne peux pas vivre sans rencontrer les gens. Et on voyage en solo, forcément. On ne voyage pas en organisé. Donc, en solo, c'est pratique pour rencontrer les gens et connaître le pays. Et la culture. Et la culture du pays, oui. Et donc, simplement une question subsidiaire. Ce beau film que tu nous as projeté là, tu dialogues avec les spectateurs, les spectatrices.
comment tu échanges avec eux, plutôt tu échanges avec eux bien sûr, mais est-ce que ça a des retombées? Est-ce que finalement ça les incite eux aussi à y aller? Est-ce que tu sais ça? Oui, des absolument. des informations là-dessus. Comme notre métier, c'est d'aller de salle en salle, dans le public, il y a aussi des organisateurs. Donc, ils nous demandent qu'ils soient associatifs ou élus à la culture, etc. Donc, ils nous font venir dans leur salle, présenter le film, et les spectateurs, eux, ils sont curieux d'en savoir un petit peu plus, parce que dans un film d'1h30, on ne peut pas tout raconter. Non. Donc forcément, l'échange après le film sert aussi à ça, de répondre à leurs questions personnelles, ce qui les touche et ce qu'ils ont envie de voir, ce qui n'aurait pas été peut-être dans le film. Ok, merci beaucoup Jean-Luc. Avec plaisir. Et donc nos auditrices et nos auditeurs, merci Michel aussi. Merci à tous. Nos auditrices et nos auditeurs donc, vont pouvoir écouter ce podcast et on espère que ça leur donnera envie de découvrir aussi le monde et de mieux comprendre les autres et de mieux dialoguer avec les autres. Parce que mieux dialoguer avec les autres, c'est mieux les comprendre. Et c'est sûrement essentiel, n'est-ce pas? Absolument, Bien sûr. c'est ça. Voilà. Au revoir à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.